Femme libre, toujours tu chériras la mer. Oui, c'était homme libre, mais en l'occurrence, comme nous recevons une femme libre, qui est aussi une fille à papa, qui a écrit un roman bouleversant, un récit bouleversant, c'est Géraldine Danon. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Tout est dit ou presque. André Berkoff reçoit son invité Géraldine Danon, donc, qui nous présente son ouvrage Fille à papa. C'est publié au Cherche-Midi. Géraldine Danon, c'est vrai que deux choses. D'abord, je me suis dit, bon, elle a fait des tas de livres, effectivement, avec votre mari Philippe Poupon, vous absorbez, j'allais dire, les océans, et c'est vrai. Vous êtes depuis 10 ans, vous faites les tours du monde, vous êtes en mer, vous avez écrit de très jolis livres sur tout ça. Et là, vous faites un livre vraiment qui m'a beaucoup touché sur vous, votre père, votre mère. Votre père, je rappelle, Raymond Danon, l'un des plus grands producteurs français. Et vous avez eu comme parrain Alain Delon, vous avez suivi Romy Schneider, La Passante du Sans Souci, tous ces films qu'on connaît et tellement d'autres, enfin on va en parler, qui effectivement ont marqué notre vie, quoi. C'est vrai que Raymond Danon a fait parmi les plus beaux film du cinéma français, quand il y avait encore, bon, je ne veux pas être méchant, quand il y avait encore des scénaristes, quand il y avait encore des dialoguistes, quand il y avait encore des acteurs. Enfin, il y en a encore, mais pas beaucoup. Donc vous avez vous-même comédienne, vous êtes dans un spectacle assez étonnant, effectivement, actuellement à La Scala. La Scala, j'oublie toujours La Scala, et donc vous êtes toute seule sur scène, c'est une performance. Mais je voudrais parler de votre livre, parce que d'abord, il est très bien écrit. Il est le fait d'avoir parlé à la troisième personne, comme vous l'avez fait sur le père, sur la mère, sur vous, etc. Et en fait, c'est un hymne, effectivement, au père, aussi à votre maman. Mais je voudrais savoir, en fait, cette relation que vous avez eue, c'est une relation qui forme la vie, qui fait qu'on est apte au bonheur parce qu'on a eu des parents qui étaient là. Et très, très là. Mais je crois que quoi qu'il arrive, et on peut s'apercevoir dans mon récit qu'il y a pas mal de blessures par ailleurs et une part d'ombre qui vient occulter la lumière de l'amour, on va dire. Mais quoi qu'il arrive, cet amour que j'ai reçu de mon père et de ma mère forge un caractère qui, peut-être plus que les autres, peut résister aux intempéries. Voilà, aux intempéries, aux tempêtes même. Ouais. Et justement, mais qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui, la nécessité d'écrire cela ? En fait, quand mon père est mort il y a un an, tout juste un an, je trouvais justement, par rapport à ce palmarès dont vous parlez, c'est vrai qu'on lui doit vraiment les plus beaux films du cinéma français. Rappelons-nous... Les choses de la vie, Monsieur Klein, Max et les Ferrailleurs, Le Sauvage, L'Ashkomoun, nombre des grands films, La Passante du Sans Souci, dernier film de Romy. Et je trouvais qu'il était un peu parti comme ça de façon inaperçue. Donc j'ai décidé de lui rendre hommage à travers ce livre. C'est vrai que jusque-là, j'avais écrit des livres qui relataient nos aventures en mer avec mon époux et nos enfants. En Antarctique, enfin c'était des livres d'aventure. Et là, j'ai commencé donc à écrire ce livre pour lui rendre hommage. Et ça passait par l'enfance. Et donc dans l'enfance, je ne pouvais pas occulter les viols dont j'ai été victime et voilà, c'est un petit peu, du coup je suis arrivée à cette troisième personne, certainement parce que c'est cette troisième personne qui m'a sauvée, qui m'a permis de vivre ma vie un peu comme si j'en étais l'héroïne, et puis surtout de m'échapper de ce corps dans les moments les plus difficiles. Quand vous dites cette troisième personne qui vous a sauvé, le elle, oui, c'est ça. Cette petite fille. Donc très vite, ce moyen, cette narration s'est imposée. C'est ça. Et surtout, j'ai commencé à rentrer dans quelque chose qui est une sorte de conte de fées, on va dire, qui vire vite à la série noire. Ouais. Tout en ne faisant que raconter la vérité. Mais dites-moi alors justement, cette période, la période sombre où vous avez été violée, enfin vous le racontez d'ailleurs avec beaucoup de tact, beaucoup de pudeur et très très bien. Parce que je trouve qu'il y en a marre d'être victime aujourd'hui et que je ne me positionne pas en tant que telle. Donc je raconte ça à ma façon, et c'est vrai que c'est un livre qui reste avant tout un livre de lumière et d'amour, mais il faut le lire pour le comprendre, mais je raconte ça effectivement sans me positionner et justement, en victime. Géraldine, je voudrais
faire comme l'actualité est remplie de ça maintenant, de Polanski à Balance ton porc, à MeToo, à Finkielkraut, parce qu'il a dit au 3e degré, je viole ma femme tous les jours, et on l'a traité de tous les noms, alors que quand on connaît Finkielkraut, c'est vraiment pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'étais en coulisses, enfin, je vous écoutais tout à l'heure en attendant d'arriver sur le plateau, je suis tout à fait d'accord, nous sommes dans un pays de liberté. Si on devait censurer aujourd'hui tous les gens qui ne pensent pas correctement selon le puritanisme actuel, eh bien on n'aurait plus de Céline, on n'aurait plus... on n'en aurait plus beaucoup. Plus beaucoup. Non, et même des gens, disons, et je ne les excuse pas, qui se sont mal comportés dans leur vie, mais qui à part ça sont des créateurs extraordinaires. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on est un excellent créateur qu'on est un homme parfait ou une femme parfaite. Voilà, bon, après c'est un sujet compliqué, évidemment qu'il y a certains faits qu'il faut censurer, mais de là à interdire Polanski, je ne sais pas où, mais... Oui, en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, dites-moi, fille à papa, en fait, avec le recul, qu'est-ce qui vous a enseigné votre père? Enfin, enseigné au sens de son existence. Ce qui me reste de lui, eh bien, c'est le goût du travail, l'audace, le courage, la ténacité, et aller de l'avant, et puis savoir, ça aussi, la mère m'a appris ça, qu'au bout du chemin, il y a toujours la lumière, donc il faut continuer à batailler. Et donc, rester très positive. Oui, rester positif, ne pas se laisser abattre à la moindre tempête. Et dites-moi, alors là, l'envie, vous retournez au théâtre, vous allez retourner au cinéma aussi ou... Oui. Certainement, j'ai réalisé pas mal de films sur nos aventures en mer, donc j'ai l'intention de continuer. De continuer, oui, là on repart en mer en Alaska fin décembre. Et j'ai des projets de fiction dans Alors, vous parlez très bien, encore une fois, je recommande ce livre parce que non seulement il est très touchant, mais il est très bien écrit, et vraiment, il y a une intimité qui est très forte. Et, bon, vous parlez de ce que vous a apporté votre père, et qu'est-ce que vous a apporté la mère, MER? Ah, ma mère. Ma mère ou la mère? Alors, les deux. Bah, c'est la matrice, hein, c'est pas loin d'être la même chose, finalement. Et je vais vous dire l'élégance, parce que l'élégance, c'est tourner autour du monde. Ah oui, c'est joli. C'est très joli. Et en fait, est-ce que ça apporte aussi le goût de l'effort, le goût de tenir, enfin le goût de s'accrocher, de la mer, c'est un peu un condensé de la vie à terre, je dirais. On sait que les dépressions se succèdent, mais encore une fois, au bout du chemin, il y a toujours une accalmie. Le temps n'est pas le même que sur la terre ferme. On a le temps. On voit le temps s'écouler comme dans un sablier. On n'est pas victime du temps, encore une fois, comme on l'est ici, nous, dans nos villes, où le temps nous échappe totalement. En mer, on a le temps de regarder, d'observer un remous sur la mer, une baleine qui va surgir des profondeurs, un lever de lune, une aurore boréale. On apprend à regarder et on maîtrise le temps. On n'est plus sa victime. Oui, alors que c'est beaucoup plus difficile dans les villes. Et puis on est dans une unité de lieu aussi. Alors dites-moi, parlez-nous de votre parrain un peu. Mon parrain magique, comme je le raconte. Parrain magique, oui. Vous racontez d'ailleurs que c'était fierté, vous avez porté sur ses épaules à une projection. De Zorro, oui. Je me suis aperçue que quand on regardait de plus haut, c'était pas mal. C'est un peu aussi en mer, pareil, quand on monte au nid de Pie, on est dans une banquise impénétrable et tout à coup on s'aperçoit que finalement il y a des petites fissures et toujours une issue. Donc vu de haut, les choses paraissent plus fluides souvent. Mon parrain, il a éclairé mon enfance. Il s'est occupé de vous, comme Romy. Oui, il s'est occupé de moi. Et puis, ce qu'il représentait, ce qu'il est, l'être charismatique, magnétique qu'il est, ont été un repère dans les périodes les plus sombres. Oui. Et il a toujours été là pour moi, tout au long de ma vie. Ah oui. C'est quelqu'un de très fidèle et de profondément humain. Alors, il est souvent là quand ça va pas bien d'ailleurs, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Et vous faites un très beau portrait de Romy Schneider aussi, effectivement. Ouais, je crois. Vous l'avez suivi sur les tournages, et c'est très émouvant aussi. Oui, parce que je la raconte vraiment de façon intime, et c'est vrai que c'était quelqu'un de tout à fait exceptionnel, qui était tout et son contraire. Et je m'attache à la raconter comme ça. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça, c'est-à-dire que ce qui est
très fort dans ce livre, c'est que vous avez un véritable lien aux gens. C'est-à-dire que c'est pas des portraits pour dire « Ah, j'ai connu Alain Delon, Romy Schneider, etc. » C'est normal avec votre père, grand producteur. Mais justement, il n'y a à aucun moment un côté people. Ça n'existe pas. Non, parce que chez moi, c'était normal. C'était, à la limite, c'était les gens qui n'étaient pas acteurs ou qui n'étaient pas connus, qui étaient les anormaux. Ouais, c'est vrai. Puisque c'était la vie de mon père. Donc le quotidien, c'était Signoret, Romy, Delon, De Funès, Gabin... Voilà, donc évidemment, c'est pas people. J'essaie de les raconter En plus, c'est l'œil de la petite fille. C'est ça. Donc, c'est aussi ce qui fait la différence, je pense. Et ce qui fait vous êtes resté fille à papa de ce point de vue-là, c'est-à-dire que vous écrivez à hauteur d'enfance. Tout à fait. Et c'est ça qui est très fort dans ce livre. Et vraiment, je le recommande, lisez-le. On plonge dans quelque chose de très fort. Et quand je dis on plonge, c'est pas par hasard que Géraldine Danon est en mer depuis 10 ans et qu'elle entend bien le rester tout en revenant de temps en temps, en écrivant, en filmant, en se produisant et en étant une très bonne comédienne. Un beau récit en tout cas à lire. Ça s'appelle Fille à papa. C'est publié aux éditions du Cherche Midi, signé donc de notre invitée Géraldine Danon. Merci à vous. Merci. 0800 26 300 300. Vous nous avez écouté sur Sud Radio. Vous nous appelez dès maintenant. Vous réagissez à tous les sujets qui ont été abordés au cours de l'émission par André Berkoff, qui va vous retrouver tout de suite après les informations. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et oui, et nous sommes avec Géraldine Danon, la femme qui flotte mais ne sombre pas. Et on vous attend, auditeur de Sud Radio. À tout de suite. Et je rappelle que Géraldine Danon est l'auteur de ce livre Fille à papa. C'est publié au Cherche Midi. Vous nous appelez dès maintenant 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Thierry. Bonjour à vous, Thierry. Oui, bonjour Thierry. Oui, bonjour. On vous écoute, bonjour. Thierry. Oui. Et bonjour à toute l'équipe. Je souhaitais intervenir donc au sujet du comportement de notre président de la République, qui, je pense, moi personnellement, mon analyse, c'est que l'année dernière, il a tenté de bouder les maires de France. Oui. Je pense que dans son idée, il a pensé qu'il allait pouvoir gouverner sans prendre en compte les opinions des uns et des autres, et qu'il allait faire son chemin comme ça. Et il s'est aperçu que les Français, c'est pas ça. Les Français, ils ont besoin qu'on les écoute. Et donc aujourd'hui, les élections arrivent à grands pas, et il s'est bien rendu compte que si ce n'était pas quelques maires de France dans la poche, c'était loupé pour lui. Et il se trouva fort dépourvu quand la bise électorale fut venue. Voilà. Et il s'est dit, il faut que je m'occupe maintenant, c'est ça. Et si vous me permettez d'argumenter autre chose, dites-moi. Depuis son élection, moi j'aimerais qu'on m'explique. On a fermé des établissements médicaux, on a fermé des lieux de naissance. Oui, des maternelles. Des maternelles. Ouais. On a fermé tout un tas d'établissements pour faire des économies. Et aujourd'hui, on nous dit, ça suffit pas, il faut aller plus loin, et on n'a plus de budget. Au bout d'un moment, ça peut pas fonctionner. Moi, je suis salarié agricole, j'ai 1168 € par mois. La réforme que nous a proposé le gouvernement, moi, j'ai gagné 8 €. 8 €, vous m'expliquez avec 1168 € comment vous logez, comment vous faites 35 km le matin et 35 le soir pour aller travailler. Et comment vous changez de véhicule, parce que soi-disant on peut changer de véhicule pour faire des économies. Oui, c'est magnifique ça, oui. Voilà, alors il y a des moments où on n'est pas crédible quand le gouvernement annonce certaines mesures. Et je vais vous dire quelque chose, Thierry. On dit qu'on n'a plus d'argent, et en même temps, il y a la fraude aux prestations de santé. Vous savez à combien elle est évaluée, et par les experts les plus divers, à pratiquement 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros, les fraudes à la carte vitale, les fraudes aux prestations, les fraudes à un certain nombre de choses, d'AME et autres. Deuxièmement, on ne parle pas de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est 100 milliards d'euros qui partent comme ça. Alors là, c'est plus difficile, évidemment. On vous dit, oui, mais on ne peut pas, nous, tout seuls, trouver ça. Mais enfin, il y a quand même du gaspillage, il y a du coulage, il y a des choses qui sont
pas possible, alors que vous gagnez ce que vous gagnez, qu'une infirmière gagne ce qu'elle gagne, etc., etc. Donc, je ne sais pas s'il écoutera les maires, mais il est temps que les princes qui nous gouvernent se ressaisissent légèrement. Merci à vous, en tout cas Thierry, de nous avoir appelés. Au 0826 300 300, on retrouve aussi Romain. Bonjour à vous, Romain. Oui, bonjour Romain. Oui, bonjour André, bonjour madame. Oui. Bonjour. Ben, moi, je tiens à ce qu'on parle, si vous le voulez bien, de notre ministre de la Justice. Oui, Nicole Belloubet. Oui. Qui est Nicole Belloubet, qui est, avec les 3 ou 4 exemples que vous avez cités, sont vraiment, c'est vraiment accablant sur le fonctionnement de notre justice en France, quoi. C'est malheureux. Ouais. Et cette dame qui parle d'un consentement à 13 ans. Ouais. À 13 ans, mais où va-t-on? On est d'accord que des ados sont presque adultes à 13 ans, mais c'est loin d'être tous le cas. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en dites, Géraldine? C'est évident, il n'y a pas d'âge, enfin, ça n'existe pas. À 13 ans, qu'est-ce que veut dire? On est consentant, on est conscient, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Franchement. Mais c'était 11 avant. Non, avant, c'était 11 ans. Oui, non, mais c'était pas la loi. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Tandis que là, elle dit, voilà, 13 ans, ça va, c'est presque la loi, quoi. Oui, pardon, oui, allez-y, Romain, dites-moi. Non, effectivement, 13 ans, plus l'âge sera haut, mieux ce sera pour nos enfants. Ouais. Après, ils seront maîtres de eux-mêmes, de faire ce qu'ils veulent. Mais là, on a des crimes qui sont commis sur des enfants de 11 ans, de 13 ans. Et même moins. Et même moins, c'est ces pauvres malades, parce que malheureusement c'est le cas, ces gens-là sont pas bien dans leur tête. Hein. Ouais, c'est clair. Ils sont dans la nature, ces gens-là. C'est aberrant. Ouais. Que si nos ministres nous écoutent, si un d'entre eux, j'espère pour eux que ça leur arrivera pas. Parce que là, on va en entendre parler. Hein. Bah écoutez, je comprends très bien, mais vous savez, il y a eu, enfin, on peut pas égrener ça en vrai, mais vous savez qu'un jour, il y a quelqu'un qui a violé une fille de 6 ans, il y a quelques mois, ça s'est passé, et on l'a acquitté, en tout cas, on l'a laissé en liberté parce qu'on a dit qu'il n'avait pas les codes culturels. Vous m'entendez? Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les codes culturels, ils ne savaient pas qu'on ne violait pas des filles de 6 ans. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avocats arrivent à défendre n'importe qui. Hein. Mais c'est ça. N'importe qui, avec n'importe quel argument. Avec n'importe quel argument. Il y a toujours des articles pour oui. Sauf que des juges les écoutent, et c'est ça aussi, c'est très grave aussi. Ça, c'est criminel, oui. En tout cas, merci Romain de nous avoir appelé pour ce coup de gueule d'ailleurs au 0826 300 300. On retrouve Bruno qui voulait parler des délocalisations d'entreprises. Oui, Bruno. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, je vous écoute, Bruno. Bon, super. Bonjour à vous, à votre invité aussi, vive là, quelle qu'elle soit. Voilà. Ouais. Et tous les sujets sont intéressants. On n'aurait pas assez toute une vie pour en discuter. Oui. Mais donc, j'ai axé sur une chose au moins, sur les délocalisations des grosses entreprises. Ouais. Voilà. Donc, j'ai 54 ans. Je suis menuisier ébéniste, je navigue entre intérim, chômage depuis 15 ans parce que je refuse d'être en CDI dans une entreprise vu le travail que l'on fait actuellement. Ouais. Je suis un manuel. Oui. Un manuel, c'est-à-dire... Quand vous dites vous refusez, pardon Bruno, ça m'intéresse, vous refusez parce que la qualité du travail en entreprise n'est pas celle que vous souhaitez ou que vous trouvez bonne? Je suis issu 54 ans, donc voilà. Et donc on m'a appris à montrer, faire du bon travail, entre guillemets, hein, on essaye. Oui, non, mais je comprends. J'ai un ancien compagnon qui me disait un travail bien fait et une ensemble de couilles bien traitées. Oui. Voilà. Et en fait, c'est un bon programme. Voilà. Et puis ça, il y a plus court parce que maintenant c'est vite. Ouais. Mais, par contre, bon. Issu de mon côté artisanal. Pour les grands groupes qui sont en délocalisation, je suis assez épicurien sur tous les sujets, il nous les faut, les grands groupes. On ne peut pas refuser les grands groupes. Bien sûr. Et parce que c'est notre vue à travers le monde, c'est la représentation de la France et tout ça. Mmh. Le seul souci, par contre, qui se délocalise, ça, pour aller, c'est pas d'aujourd'hui, hein, 20, 30 ans, 40 ans, depuis la révolution industrielle, 1870, de toute façon, c'est fait pour que les grands groupes... On peut pas l'éviter, et puis ça, c'est la mondialisation, et ça fait partie de nous, enfin, on peut pas revenir là-dessus. Mais vous voulez dire quoi sur les délocalisations, Bruno? Les grands groupes, ils vont repartir, que les grands groupes partent, de toute façon, c'est notre vue en France, ils resteront pas sur le sol, mais il y a une chose qui est sûre quand même, ça va relancer sur notre sol, nous, le petit artisanat. Oui.
Oui. Un petit artisanal, ça va être, je vais vous faire de la divination, parce que c'est peut-être mon côté trop optimiste, hein, je mets les voiles. Voilà. Non, mais c'est bien. Ce petit bateau-là. Si les grands groupes prendraient des petits artisans, Oui. vous assemblez 10 petits artisans, c'est des groupes en employeurs, hein, mais regardez, un grand groupe, une grande surface, ça referait des grands consortiums. Oui. Sur notre sol français, par exemple, il nous faut quand même la sidérurgie. Bien sûr. Les grands groupes, ils partent, mais il faut la garder, la forge. Oui, le problème, si vous voulez, c'est qu'ils trouvent beaucoup moins cher de faire la forge et la sidérurgie ailleurs que de la faire en France. C'est tout le problème de la désindustrialisation depuis 30 ans, 40 ans. Mais je vais vous dire, la seule chose, et vous, enfin, je suis aussi optimiste que vous là-dessus, parce que l'artisanat, on en aura toujours besoin. L'artisanat, comme vous faites un certain nombre de services, on ne peut pas les délocaliser. On va pas délocaliser les plombiers. Hein. Moi, si j'ai un problème chez moi, que ce soit en ville ou ailleurs, eh ben, j'ai besoin de personnes qui savent, qui sont compétents, qui savent faire le boulot. Et c'est vous qui savez faire le boulot. Vous et un certain nombre d'autres. Je ne vais pas aller demander à Chine qu'un Chinois vienne pour me faire la plomberie. Ça ne marchera pas. Il arrivera un petit peu tard en plus, parce qu'il y a de la route quand même. Une petite route. Hein, exactement. Merci Bruno de nous avoir appelé au 0826 300 300. On retrouve Serge qui veut revenir sur le congrès des maires. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça me fait bien plaisir de vous avoir, M. Bercoff. Merci à vous. Le plaisir partagé. Dites-moi. J'aurais voulu savoir si M. Barouin était toujours avec vous. Non, il n'est plus là. Ah non, M. Barouin n'était pas avec nous. Nous avons mis un sonore. Alors la prochaine fois. Ouais. La prochaine fois, pensez à lui demander, et je vous demande à vous aussi, quel est le candidat aux élections présidentielles qui est allé à l'Assemblée des maires de France en 2017 pour leur annoncer tous les avatars qu'ils subissent depuis 2 ans et demi. Posez-vous la question. Qu'il y a un homme politique qui est allé leur dire. Alors c'est qui? Dites-moi. Dites-moi, Bruno. C'est François Asselineau, monsieur. Ne déplaise à certains, c'est François Asselineau qui est allé leur dire. Ça les a bien fait rigoler, mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La majorité sont pro-européens, sont européistes, sont pour l'Union européenne. Oui. Mais c'est l'Union européenne qui les met dans cet état-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Très bien. Et écoutez, vous m'aviez dit que vous l'inviteriez, vous l'avez toujours pas invité. Oui, mais vous avez Éric Zemmour l'a invité hier ou avant-hier. Hein. Donc voilà. Non, on va l'inviter. Non, mais moi je vais vous dire, en fait, je vais être très franc avec vous. J'invite, moi, personnellement, très peu d'hommes politiques. Parce que les hommes politiques, je ne dis pas, je ne les mets pas tous dans le même sac, et j'ai rien contre les hommes politiques, mais j'essaye d'inviter des gens de la société civile, j'essaie d'inviter des créateurs, j'essaie d'inviter des gens qui sont dans la vie réelle et pas seulement dans la politique. Et la politique, c'est quand même autre chose. Mais c'est un choix personnel, et heureusement, à Sud Radio, on reçoit tout le monde, y compris les politiques. Et je précise, Serge, que François Asselineau est intervenu à plusieurs reprises sur Sud Radio dans diverses émissions, y compris le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger, et qu'on a scrupuleusement respecté le pluralisme du temps de parole. Merci à vous, Serge, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Géraldine, mais voilà, ça c'est aussi la vie réelle, les auditeurs qui appellent et qui disent ce qu'ils ont envie de dire. Moi, je voudrais dire, est-ce que franchement, ça a été... Parce que à un moment donné, quand vous n'étiez pas encore attiré comme Ulysse par Nausicaa et par les marins, vous étiez dans le cinéma, vous étiez, enfin, depuis votre enfance d'ailleurs, mais vous étiez en tant que comédienne, etc. Est-ce que comment vous dire, ça vous a complètement transformé, et je veux dire, vous étiez contente de quitter ce monde-là, ou pas? Oui, mais même là, vous voyez, ça fait 3-4 mois que je suis par là, je suis bien contente de repartir. Il y a beaucoup de pollution par ici à terre. Beaucoup de requins et beaucoup de pollution. Bon, il y a des requins en mer aussi. Hein. Oui, pas les mêmes. Ils sont moins dangereux, je crois. C'est ça, ceux-là sont plus mortels. Hein. Beaucoup plus mortels sur Terre. Mais en fait, là, vous passez quoi? Vous passez combien de temps? 6 mois, on va dire, 6 mois, à peu près. D'accord. Non, mais c'est vrai que ici, on est surinformé, on est dans une excitation comme ça. En mer, on arrive à se concentrer sur quelque chose d'un peu plus spirituel, on va dire. On est un peu plus proche il me semble, en tout cas, de l'essentiel. C'est vrai. Et en tout cas, je vais vous dire, si vous voulez avoir le goût de la mer et le goût de l'essentiel, encore une fois, je le dis, lisez Fille à papa. C'est un livre qui rafraîchit dans tous les sens du terme. Et rafraîchissant. En tout cas, c'est publié au Cherche Midi. Fille à papa, signé Géraldine Danon. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.